Allez, nice. Bon, du coup, midi 33, on est à peu près à l'heure. Bienvenue à tout le monde pour ce sixième webinaire. À propos du chemsex, donc pour rappel, c'est un projet qui est issu d'un groupe de travail qui réunit plusieurs professionnels qui sont issus du communautaire, de la recherche, de l'associatif. Il y a du médico-social aussi, de l'hospitalier, l'institutionnel, bref, plein de branches, et qui est grandement soutenu par Vers Marseille sans sida et sans hépatite. C'est un groupe en fait qui existe depuis plus de 3 ans, qui avait émergé des vrais supports d'infos et de connaissances. Le but est de fédérer les acteurs sur les questions du chemsex, partager des pratiques et mettre en place des outils. Donc on a pu mettre en place pas mal de webinaires jusque-là, et puisque c'est le sixième aujourd'hui. Ça s'incarne aussi avec les journées Chemsex PACA. On va faire la troisième édition en octobre. Ça aura lieu à Marseille, donc le 10 octobre au centre Le Mistral pardon, pour les professionnels, et le 11 au centre LGBTQIA+ de Marseille pour les personnes concernées, avec la présence de l'ENIPS et du Drug Lab notamment. Aujourd'hui, du coup, on accueille Romain Giraud, que vous connaissez certainement. Donc, il va nous présenter aujourd'hui son mémoire sur le mésusage et le détournement des médicaments dans le chemsex et des outils de RDR. Donc, pour rappel, c'est des webinaires qui restent accessibles en replay sur le site YouTube du CORES. À la fin de la présentation, on aura un temps de questions-réponses. Mais n'hésitez pas à envoyer vos questions durant la présentation dans le chat. On pourra les aborder à la fin. Donc, on est ensemble jusqu'à 14 heures. Et du coup, Romain, je te laisse la main. Merci Stéphane pour cette présentation. Vous m'entendez bien? C'est bon? Stéphane, tu confirmes qu'on m'entend bien? Ouais, on t'entend bien, c'est Petit bon. micro On te creux. voit, on t'entend, c'est bon. Formidable. Je vais vous partager mon écran, que je ne me trompe pas. Ouais, c'est ça. Attends, excusez-moi, hein. Voilà. Et là, normalement, vous voyez bien mon écran. Stéphane, tu me On le le voit, confirmes? c'est bon, on voit tout. Formidable. Eh bien, ben bonjour donc à toutes et à tous. Je suis donc Romain Giraud. Je suis chargé de projet au CORES PACA. Je suis également secrétaire général de Vers Marseille sans sida et sans hépatite et administrateur du centre LGBTQIA+ de Marseille. Le webinaire, ce sixième webinaire consacré au chemsex et aux médicaments, c'est la première fois que je le présente. En fait, c'est un travail qui est issu de mon mémoire d'addictologie clinique que je suis en train de passer au CHU de Sainte-Marguerite dans le service de psychiatrie du professeur Lançon. Donc, c'est la première fois que je le présente. J'ai su un petit peu les plâtres avec vous puisque je soutiens mon mémoire d'un peu plus d'un mois. Donc, si vous avez une avant-première sur un sujet encore peu abordé, c'est la question de l'usage, en particulier le mésusage plutôt et le détournement des médicaments dans le contexte du chemsex. Voilà, donc on va essayer d'avoir un regard clinique sur l'intersection qui peut exister entre cet usage médicamenteux et les pratiques sexualisées. Le travail la posture en tout cas que j'ai vis-à-vis de cette approche, elle n'est pas inodore, incolore et sans saveur. Je suis issu, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai travaillé durant les 5 dernières années au sein du BUS 3132 sur un projet numérique KEPS. Donc évidemment, euh, l'idée de ce mémoire, c'est vraiment de comprendre qu'il faut sortir, qu'il faut vraiment abandonner les catégories simplistes qui opposent le bon médicament et la mauvaise drogue de l'autre, opposer usage thérapeutique et usage récréatif. Donc c'est vrai que des fois, un petit peu les postures que je vais revendiquer parfois dans ce webinaire ne sont peut-être pas forcément celles qu'on va le plus retrouver dans le milieu médical. L'idée, c'est de privilégier la santé et la dignité des personnes plutôt que la conformité à des normes morales ou légales. Voilà, donc accepter les complexités des motivations, valoriser l'expertise expérientielle des usagers, hein, les usagers sont toujours experts de leur propre vie, développer des outils cliniques adaptés, parce que c'est surtout ça, l'enjeu de ce webinaire, c'est pas de la pratique clinique, et favoriser la collaboration interdisciplinaire. Bon, j'ai fait vraiment beaucoup de slides, je vais peut-être pas toutes les lire en entier. Donc, les médicaments, ça constitue vraiment un pilier central, mais complètement invisible dans le chemsex, parce que souvent, quand on va revenir sur qu'est-ce que c'est que le chemsex, quand on va le définir, mais souvent, quand on parle de chemsex, on se concentre beaucoup sur les drogues qu'on va utiliser, mais très peu finalement sur les médicaments, qui, vous allez le voir, font vraiment partie de cette pratique-là. L'idée, c'est de mettre en valeur aussi les innovations dans l'accompagnement,
avec une approche pluridisciplinaire et aussi de mettre en valeur les perspectives communautaires qui existent déjà et qui favorisent l'empouvoirment. Donc l'objectif de cette présentation, c'est de montrer l'invisible, de documenter comment ces médicaments constituent un pilier central et invisible, identifier les pratiques, on va essayer de cartographier ces différentes formes de mésusage et de détournement. On va faire un petit focus spécifique sur le TDAH et le méthylphénidate comme exemple emblématique. L'objectif, c'est évidemment de réduire les risques. Alors, quels sont-ils comment pouvoir les réduire en pratique clinique? On va revenir dessus. Et surtout, dépasser ces oppositions et vraiment tâcher de rester pragmatique dans l'approche clinique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le chemsex? On a déjà beaucoup parlé de la définition de qu'est-ce que c'est que le chemsex dans nos précédents webinaires. Je ne vais pas m'étaler énormément dessus. On va partir sur une définition un peu consensuelle, hein, c'est-à-dire que le chemsex, c'est la contraction de chemicals et de sexe, qui désigne l'usage planifié, hein, donc il y a la notion d'intentionnalité qui est importante, de substances psychoactives en contexte sexuel, souvent de longue durée, dans le but d'intensifier ou de prolonger l'expérience sexuelle. Le chemsex, c'est un usage sexualisé des drogues, hein, mais tous les usages sexualisés des drogues ne sont pas du chemsex. Et donc, du coup, c'est pour ça que ça se distingue par plusieurs aspects spécifiques, notamment sur les drogues utilisées. On a fait un webinaire dédié sur le sujet avec Victor Martin du BUS 3132 du Drug Lab. Je vous invite à le regarder si ça vous intéresse. Et aussi avec le docteur Jonathan Gava, on a fait un focus lors du dernier webinaire sur le GHB. La durée des sessions aussi, qui caractérise un petit peu cet usage sexualisé des drogues, et la dimension communautaire, et notamment numérique, qui est particulièrement marquée. Si le chemsex est apparu dans les années 2000 majoritairement dans la communauté des hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes en milieu urbain, séropositif d'ailleurs, j'aurais pu rajouter, le chemsex s'inscrit dans des dynamiques identitaires complexes liées à la libération sexuelle, une réponse aussi à la sérophobie, tout en touchant aujourd'hui d'autres publics LGBTQIA+. Dans le chemsex, ce qu'on va aller rechercher, parce qu'en fait, c'est toujours ça, hein, derrière tout usage de drogue, il y a toujours à la base la notion de plaisir. Donc, l'idée, c'est vraiment des plaisirs extrêmes, décupler la sensation des plaisirs. Souvent, il y a de l'évitement émotionnel. Beaucoup de personnes manifestent des troubles anxieux assez sévères, et notamment des failles narcissiques, pour ne pas utiliser des termes psychanalytique. Il y a aussi une pression liée à la performance physique, la performance sexuelle. Un paradoxe relationnel, hein, c'est-à-dire un fort isolement malgré une hypersexualisation connectée, une grande sentiment de grande solitude malgré la multiplicité des rapports et des contacts. Et aussi la perturbation des rythmes, hein, des nuits blanches, des jeûnes prolongés. En fait, ça a des impacts aussi sur la vie sociale, professionnelle et sur les cycles naturels du corps. Une addiction à une expérience plus qu'à une substance. Alors ça, c'est quelque chose sur laquelle j'insiste. Je vous ai mis une petite photo de Guillaume Dustan. Guillaume Dustan qui est l'auteur beaucoup d'ouvrages très intéressants, notamment le livre Je sors ce soir. Guillaume Dustan est décédé du sida au début des années 2000, mais moi j'aime bien dire que le chemsex, c'est Guillaume Dustan avec Grindr, hein. C'est-à-dire que le chemsex, c'est pas une addiction. Quand il y a une addiction au chemsex, c'est pas une addiction classique, c'est une expérience véritablement ritualisée qui intègre de la sexualité, des substances, mais aussi un héritage socioculturel, un environnement numérique et de la transgression des normes du quotidien. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important à appréhender quand on accompagne une personne qui pratique le chemsex. Parce que souvent, d'ailleurs, elles ne se reconnaissent pas elles-mêmes comme des usagères ou usagers de drogue traditionnels. Donc, évidemment, ça impose une approche inclusive et non jugeante en consultation. Chemsex versus usage sexualisé des drogues, des spécificités marquées. Donc ça, bon, je ne vais pas le redire, il y a des substances spécifiques, la durée des sessions, la dimension communautaire et des enjeux identitaires. Qui est concerné? Alors, là, je vous ai mis une photographie, je vous parle de David Stewart. David Stewart était, je dis était parce qu'il est décédé, d'une surdose de GHB pendant une partie de chemsex. C'était un militant britannique. C'est à lui qu'on doit, alors pas le mot, l'appellation chemsex, qui était déjà utilisée dans la communauté en Angleterre, mais c'est lui qui a commencé à en parler publiquement, à écrire là-dessus, à appeler la communauté scientifique et médicale à s'intéresser au sujet. C'est un peu le pionnier
en tout cas en Europe, du sujet. David Stewart, lui, considérait que la pratique du chemsex ne se résume qu'aux hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, et pour lui, parce qu'il y a, comme on a parlé juste avant, cette notion d'identitaire, la question du VIH, la question du stress minoritaire lié à l'homophobie, lié à la sérophobie. Moi, je ne suis pas complètement d'accord avec cette approche de David Stewart, surtout que la pratique clinique, là aussi, nous démontre qu'il n'y a pas que les PD que ça concerne, pardon, les personnes en situation d'homosexualité que ça concerne, en tout cas les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, mais il y a aussi également l'ensemble des communautés LGBT+, en tant que groupe exposé à un stress minoritaire structurel. C'est-à-dire que moi, on entend quand même très souvent de dire oui, le chemsex arrive de plus en plus chez les hétéros. Non, c'est pas possible. Le chemsex ne peut pas être pensé comme accessible à tous les corps de manière indifférenciée. Les hommes et les femmes hétérosexuels en situation de position dominante dans le champ du genre et de la sexualité ne subissent pas les mêmes contraintes sociales et ne peuvent donc pas être assimilés à des chemsexeurs. Donc c'est vraiment une définition qui est moins identitaire que celle de David Stewart, plus que communautaire, que moi je revendique. Et c'est vraiment important à prendre en compte là aussi. Après, ça ne veut pas dire que l'usage sexualisé des drogues ne peut pas être problématique dans d'autres communautés. Hein. L'idée, c'est pas de hiérarchiser les souffrances et les douleurs, c'est de savoir un petit peu compartimenter pour savoir de quoi on parle et de qui on parle. Une zone grise méconnue, les médicaments dans le chemsex. Jusqu'ici, l'attention se porte vraiment principalement, comme je disais en introduction, sur les substances qu'on va utiliser, les catinones, 3-MMC, 2-MMC, GHB, méthamphétamine. Méthamphétamine qui d'ailleurs en France ont été relativement épargnées jusqu'à présent, et là ça commence à arriver. Pourtant, ce pan des médicaments est vraiment qu'il soit prescrit ou non prescrit d'ailleurs, hein, un pan essentiel. Donc là, je commence un petit peu à vous parler. Donc, on va parler des antirétroviraux, des stimulants érectiles, des anxiolytiques, d'autres stimulants forment ce pilier invisible. Alors, le rôle de ces médicaments, alors déjà avant la session, pour pouvoir se préparer, donc par exemple prendre des stimulants érectiles, des hormones, vous verrez, on va en parler, des antidiarrhéiques, des anxiolytiques aussi pour gérer le stress d'anticipation, du méthylphénidate, là aussi, on en reparlera dans le focus TDAH, pendant la session pour l'optimisation des performances, gestion de l'érection, de l'endurance, contrôle de l'anxiété, maintien de l'éveil et de la concentration sur de longues périodes, et aussi après la session pour la récupération, des hypnotiques pour retrouver le sommeil, des antidépresseurs pour, on pense, atténuer le crash émotionnel, mais là aussi, on reviendra dessus. Et oui, des anti-inflammatoires, ça c'est assez fréquent aussi. Les risques et les complications de ces médicamenteux, alors, des détournements médicamenteux. On va revenir plus spécifiquement, mais il y a quand même 4 problématiques, risques très rapidement à identifier. C'est les risques cardiovasculaires, des effets neuropsychiatriques, hein, avec des risques d'effondrement psychique, des dépendances croisées. On pourrait parler aussi de pathologie duel et un masquage des pathologies, c'est-à-dire que ça peut retarder le diagnostic de certaines pathologies, notamment psychiatriques. Les enjeux de réduction des risques et d'alliances thérapeutiques sont assez essentiels. L'objectif numéro 1 qu'il faut vraiment que j'essaye de défendre, c'est d'abord le repérage précoce. Pour pouvoir faire du repérage précoce, il faut faire exister la conversation pendant la consultation. Ce qui nous mène du coup à l'objectif numéro 2, comment on peut avoir un dialogue ouvert quand on est médecin et qu'il faut arriver à faire parler le patient pour qu'il nous explique qu'est-ce qu'il fait avec les médicaments qu'on lui prescrit. Une évaluation globale aussi, essayer de dresser un bilan complet des consommations, des interactions pour pouvoir améliorer la réduction des risques et faire un accompagnement personnalisé qui soit adapté avec plusieurs types de professionnels. Et ça, on va en parler dans une dernière partie. On va rentrer donc dans le dur du mésusage et du détournement des médicaments dans le contexte du chemsex. Alors, définition conceptuelle fondamentale. Pour pouvoir parler de mésusage et détournement, je me suis basé sur des définitions qui sont assez simples, pas forcément consensuelles, mais en tout cas, il a fallu un petit peu que je donne des définitions pour faire ce travail-là. Donc, ce que j'appelle mésusage, c'est l'utilisation non conforme à une prescription ou une indication médicale.
un dosage inapproprié, une fréquence excessive, un usage hors indication prévue, même si le médicament a été obtenu légalement par le patient. Et le détournement, c'est l'utilisation d'un médicament en dehors du cadre médical, souvent à des fins récréatives, sexuelles ou dopantes, généralement via un approvisionnement non autorisé par des circuits pharmaceutiques classiques. L'usage sur prescription médicale détournée, c'est-à-dire que l'usager obtient le médicament légalement via une ordonnance médicale, puis l'utilise dans un contexte de chemsex sans que ce soit l'indication thérapeutique initiale prévue par le prescripteur. Donc, je vais essayer d'aller vite parce qu'on a encore beaucoup de choses à voir. L'exemple clinique, par exemple, c'est le patient à qui on a prescrit du Viagra, du sildenafil, pour une dysfonction érectile occasionnelle, qui va l'employer systématiquement lors de sessions pour enchaîner les rapports sexuels, ou une personne encore à qui on a prescrit des anxiolytiques, qui va le prendre avant une rencontre pour diminuer l'appréhension sexuelle, ou tout simplement pour la redescente. L'obtention reste régulière est légal, mais l'usage thérapeutique glisse vers une utilisation performative. Ensuite, il y a le détournement de sa propre prescription. Hein. Le médicament a bien été prescrit au patient pour un usage donné, mais celui-ci en modifie intentionnellement le schéma posologique pour l'adapter à des sessions de chemsex, créant un mésusage délibéré. Donc là, c'est par exemple, par exemple, le cas typique, c'est genre, je vais prendre du Valium, au lieu de prendre 10 mg, je vais en prendre 20 pour pouvoir m'aider à dormir parce que j'ai pris beaucoup de psychostimulants. Ce mésusage intentionnel vise à renforcer certains effets pharmacologiques recherchés au détriment d'un suivi médical correct et de recommandations de sécurité. Donc, doubler la dose de méthylphénidate pour les effets stimulants ou contre-exemple avec les benzos. Automédication hors circuit médical. L'usager consomme un médicament sans aucune supervision, c'est-à-dire sans ordonnance valable ni suivi professionnel, exposant des risques accrus. Donc ça peut passer par l'achat en ligne non sécurisé. Ça, on le voit souvent notamment avec le Camagra. Le Camagra, c'est c'est une molécule qui n'est pas légale en France. En fait, c'est du Cialis. Hein, c'est une copie du Cialis qui vient d'Inde. Benzodiazépine générique, tout ça. Utilisation des restes de traitement, c'est-à-dire qu'on a coffré ce qui reste d'une précédente ordonnance et donc du coup on va l'utiliser à des fins sans ordre de cadre médical, et la récupération via l'entourage, hein, c'est-à-dire les proches, la famille, est-ce que tu peux me dépanner ici, tout ça. Et dans ces cas-là, l'absence totale de suivi médical accroît considérablement les risques. Pas d'informations sur les contre-indications individuelles, possibilité de surdosage par méconnaissance des dosages appropriés et surtout absence de contrôle de qualité des produits et impossibilité de gérer les interactions médicamenteuses potentielles et pas de suivi médical. Échange et partage entre pairs. Au sein des communautés du chemsex, il y a une véritable pharmacopée parallèle qui s'est développée. Donc, tu n'as pas du Viagra, je t'en donne un des miens, j'en ai pris 2 ce matin. Qui a du Xanax pour le down, je t'échange contre de la Ritaline. J'ai mes comprimés de Truvada en trop, est-ce que quelqu'un est intéressé? Ces échanges communautaires peuvent prendre différentes formes. Partage gratuit par solidarité. Troc, voilà, vous l'avez. Cette circulation communautaire contribue à banaliser le médicament et cette prise de médicaments comme étant quelque chose finalement de pas grand-chose, en le traitant comme une drogue parmi d'autres. Hein, c'est pour ça qu'il faut un petit peu faire tomber les barrières, complètement détaché du cadre thérapeutique d'origine. Les circuits parallèles et les trafics discrets. Alors, les commerces de proximité, ça, c'est typiquement, alors le cas du Camagra, par exemple, on va le retrouver dans dans les supérettes de nuit qui vendent ça sous le manteau ou sous forme de petites dosettes de miel soi-disant aphrodisiaque. Et en fait, c'est du sirop de glucose agrémenté de Cialis, hein, donc son copie, le Camagra. L'importation touristique. Alors en France, on est un petit peu moins concerné par ça parce que on est quand même un pays où il y a finalement plutôt facilement accès aux médicaments. Mais c'est vrai que dans d'autres pays, il y a des gens qui vont ramener de la PrEP. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire c'est plutôt, je pense à l'Allemagne notamment, où il y a des Français qui vont les ramener de la PrEP en Allemagne et les dealers spécialisés. Donc alors ça, moi en France, je l'ai assez rarement vu. Par contre, à Berlin, ça c'est très fréquent. Je pense typiquement au cas de Berlin, où genre les dealers, eux, vont carrément, je te vends de la 3-MCA, du GHB, je vais te vendre des cachets de Truvada. Voilà. Les médicaments, donc là on va rentrer un petit peu dans le détail un petit peu de des médicaments qu'on va retrouver. Donc les médicaments érectiles, les IPDE5,
inhibiteur de la phosphodiesterase, j'ai réussi à le dire en une fois, de type 5, donc Viagra, Cialis, c'est ceux qu'on va le plus retrouver. Ça, c'est vraiment un truc qu'on retrouve énormément dans le chemsex. Donc ce rôle, évidemment, hein, c'est de pouvoir avoir une érection très dure pendant très longtemps alors qu'on n'a pas dormi, on n'a pas mangé, on n'a pas bu, on n'a pris plein de produits. Les modalités d'obtention, la plupart du temps, c'est sous prescription légale, hein, mais sauf qu'évidemment, on ne va pas expliquer au médecin pourquoi on s'en sert. On va dire au médecin que voilà, je suis stressé, je ne suis pas bien en ce moment, donc du coup, j'ai voilà. Et s'il n'y a pas ces modalités d'obtention via une ordonnance, comme j'ai dit, c'est les versions génériques indiennes, en particulier le Kamagra, qu'on va retrouver dans les supérettes de nuit. Le risque majeur de l'association IPDE5 plus Poppers, c'est alors ça, c'est un vrai mauvais cocktail parce que c'est un vrai risque d'hypotension artérielle qui peut mener à des malaises graves, des accidents cardiaques potentiellement fatals. Ça s'est déjà vu et ça se voit encore. C'est vraiment une contre-indication qui est absolue et en fait très souvent méconnue des usagers. Les hormones sexuelles. Alors là, on part sur un champ un peu underground, on va dire, de ce détournement mésusage. Ces hormones, testostérone et oestrogène, qui sont impliquées en arrière-plan, j'ai mis en arrière-plan parce que ça concerne particulièrement les communautés transgenres et certains hommes cisgenres qui cherchent à optimiser l'expérience sexuelle. Donc, par exemple, typiquement, donc c'est des personnes transgenres ou gender fluides en automédication hormonale non supervisée, des hommes ayant des rapports sexuels avec des hommes cherchant à booster leur libido, leur endurance. Et en fait, si vous voulez, les médicaments, enfin les hormones vont agir sur la libido et sur la perception des émotions, des sentiments, va jouer de façon très très forte. Le tac, tac, ajustement donc médical des doses de THS et TRT existants avant et un événement festif. Oui, il y a ça aussi, donc c'est-à-dire que les personnes qui ont un suivi qui suivent un parcours de transition de genre vont comment dire préparer à quel moment est-ce qu'elles vont prendre leurs hormones. Les sources d'approvisionnement, alors elles peuvent être à la fois légitimes par traitement hormonal, mais elles sont très souvent, la plupart du temps, produites en dehors du cadre médical. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'accompagnement des personnes trans n'est pas folichon, on va dire ça comme ça. Donc déjà, la plupart des personnes trans ont une bonne partie quand même de leur parcours de transition qui est assuré par des parcours pairs et communautaires avec des achats de fioles d'hormones sur Internet ou des partages de pilules, d'oestrogènes, tout ça. Et il y a une très très forte prévalence de l'aspect communautaire là-dessus. Et vraiment, cette frontière, on est vraiment à la frontière entre chemsex et du doping sexuel, voire de la performance de genre. En fait, je voudrais vous renvoyer au bouquin Testo Junkie de Paul Preciado, qui est vraiment génial, c'est un bouquin qui parle super bien de ça, où Preciado parle de son utilisation de la testostérone comme psychoactif, limite. Les risques majeurs, c'est les déséquilibres hormonaux du coup, il peut y avoir des effets cardiovasculaires. Une compromission du parcours de transition. Je ne sais pas si c'est bien dit, mais en tout cas, c'est vrai que ça peut aussi perturber aussi le parcours de la personne et aussi des risques infectieux liés à l'injection. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir faire un accompagnement à l'auto-injection communautaire et de pouvoir mettre à disposition des ateliers d'accompagnement à l'auto-injection. Les benzodiazépines, les classiques, hein, les downers de la redescente, hein, on va retrouver essentiellement Xanax, Valium et Lexomil, la Sainte Trinité. Usage en fin de session pour aller dormir, induction du sommeil, gestion anticipée. Là, vous imaginez pourquoi, parce que là, il n'y a pas que dans le chemsex qu'on utilise les benzodiazépines comme downers. Hein. Bon, les dangers principaux, on les connaît, c'est la dépendance, hein, évidemment, à commencer par là, mais aussi il y a quand même un risque majeur de surdosage, en particulier dans le contexte du chemsex, on consomme du GHB, qui a un GABA énergique aussi, et en fait, les benzos sont un fort potentialisateur, enfin, ça potentialise les effets du GHB et on risque le géol qui peut être fatal. Les antidépresseurs et antipsychotiques sédatifs. Alors ça, c'est vraiment au cœur de l'angle aveugle. Il y a vraiment une légende urbaine au sein de la communauté chemsex qui voudrait que quand on a passé
le week-end, voire 3 jours, à pas dormir, à baiser, à se droguer, si on prend d'un coup 2, 3 cachets de Zoloft ou d'Effexor, en fait, ça va nous aider le lundi et le mardi à un petit peu atténuer donc, ce qu'on appelle le Blue Monday, c'est-à-dire la redescente, la redescente de 3 jours après. Bon, a priori, il n'y a rien de plus faux, hein, parce que chacun d'entre nous savent que les antidépresseurs ne fonctionnent pas comme ça, et en plus, ça peut représenter un véritable danger. Voilà, il n'y a donc aucune preuve de ça, et puis ça peut avoir des effets indésirables assez forts, et en fait, il s'agit vraiment de déconstruire cette légende urbaine. Les antirétroviraux détournés, la PrEP sauvage. Alors déjà, bon, ce qu'on va retrouver, hein, c'est en principe lieu sur les ARV, c'est la PrEP sauvage, c'est-à-dire l'auto-administration d'antirétroviraux, c'est-à-dire qu'en fait, les gens, les usagers, en fait, ne font pas de suivi PrEP régulier, mais se fournissent en Truvada via des partenaires, via des collègues, via d'autres réseaux qui font qu'en fait, déjà, l'observance n'est pas forcément toujours très optimale et il n'y a pas derrière les tests tous les 3 mois. Donc déjà, on n'est pas sûr que ça marche toujours très bien et surtout, en plus, ça représente un véritable danger parce que si on prend du Truvada alors qu'on a déjà été séroconverti, ça peut rendre le traitement un petit peu plus spécifique, un peu plus difficile derrière. Mais je crois que le docteur Hélène Laroche, qui devrait être parmi nous dans ce webinaire, pourra en parler mieux que moi. Il y a aussi des détournements d'ARV. Alors fort heureusement, ça arrive peu rarement, mais c'est quand même, ça arrive plus que ce qu'on pourrait penser. C'est-à-dire des gens qui pensent que il n'y a pas que le Truvada dans la vie et on peut prendre n'importe quel médicament de trithérapie. Donc, voilà, j'ai oublié mon Truvada, il y a mon pote qui est séropositif, j'ai lui piqué son traitement et du coup, ça va pouvoir compenser. Et non, en fait, ça ne marche pas comme ça. Donc, ça représente un véritable risque hein, vis-à-vis des consommations, des contaminations et aussi derrière du traitement si jamais la personne est séroconvertie. Partage communautaire, la circulation des médicaments anti-VIH au sein des groupes. Et vraiment, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'en fait, ça crée vraiment un faux sentiment de sécurité collective et une banalisation dangereuse de ces traitements spécialisés. Le méthylphénidate. Alors là, je vais aller très vite parce que il y a tout un focus. Je vais la passer même. On a tout un focus TDAH et j'aimerais bien pouvoir ne pas faire cette présentation trop longtemps pour pouvoir vous laisser le temps de poser des questions. Les autres médicaments, impact digestif, poupe. Au-delà des substances psychotropes, d'autres médicaments sont parfois utilisés. Alors essentiellement, donc c'est vrai qu'il y a des risques de santé qui sont moindres, mais non négligeables. Donc là, moi j'ai mis les Imodium, l'opéramide, Smecta pour améliorer le lavement parce que on va avoir un côlon tout propre et donc ça va améliorer, rendre plus simple en tout cas le lavement de l'ampoule rectale pour pouvoir améliorer la qualité de la sodomie, ce qui est finalement même plutôt assez intéressant d'un point de vue de réduction des risques parce que ça évite de faire un lavement avec trop d'eau et d'y retourner plus de fois. Donc, finalement, ça peut être assez intéressant. Et surtout, un côlon bien hydraté par un lavement est un côlon qui réduit les traumatismes liés aux pratiques de la sodomie et donc on réduit les contaminations. Donc, c'est limite, ça pourrait être intéressant. Et aussi, certains, donc les dulcolax, macrogol, tout ça, pour accélérer le transit intestinal, notamment pour vider l'intégralité du côlon, donc ascendant, descendant et transversal. Notamment, on pense ça pour les pratiques extrêmes comme le fist fucking. Les risques principaux de ces pratiques, c'est la déshydratation et le déséquilibre électrolytique. Bon, après, ça, les gens le savent, et puis je pense que ce n'est pas propre au chemsex, et en général, les gens, ils savent très bien quels sont les risques liés à la... voilà, parce que non seulement on va se vider en eau, mais il y a aussi, souvent, je pense à la 3-MMC qui sont hyper hydrotiques, c'est-à-dire que ça fait transpirer, et diurétiques. Donc, ils savent qu'il faut boire. Vous avez ici un petit tableau de synthèse. D'ailleurs, on pourra vous envoyer en PDF pour celles et ceux qui sont intéressés cette présentation. On va maintenant faire le focus TDAH, Ritaline, comprendre les liens et les enjeux cliniques, parce que c'est un peu un enjeu central dans la question de la Ritaline, de l'angle aveugle du détournement de médicaments. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le TDAH? Trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est un trouble neurodéveloppemental caractérisé par un mode persistant d'inattention et ou d'hyperactivité, impulsivité, débutant souvent dans l'enfance,
et impactant significativement la vie quotidienne. Donc, c'est un impact sur l'inattention, sur l'hyperactivité, l'impulsivité. TDAH et addiction. Alors là, je n'ai pas cité les sources parce qu'en fait, il y a tellement de sources que ça ne sert à rien de toutes les citer. Elles vont toutes dans le même sens. Il faut savoir que ces chiffres-là, en fait, on est vraiment sur une évaluation basse. On considère que c'est sous-estimé. Il faut savoir qu'aujourd'hui, en addictologie, on considère que entre 20 et 25% des patients en addictologie présentent un TDAH, soit 5 à 10 fois plus que la population générale, où la prévalence, on estime qu'elle est entre 2 et 4%, en sachant que c'est très largement sous-estimé, et que la représentation des TDAH dans le milieu d'addictologie est beaucoup plus importante, et les patients ayant ces pathologies duelles présentent des complications et alors d'abord, le TDAH ne disparaît pas à l'âge adulte, hein, déjà, et en fait, ça constitue vraiment un facteur de vulnérabilité majeur quand on est sur le plan addictologique. Convergence entre TDAH et chemsex. Alors, déjà, le chemsex, il y a tout pour plaire au TDAH. C'est-à-dire qu'il y a la quête de la stimulation avec des sensations nouvelles, intenses, avec plein de partenaires et des émotions tactiles, sensorielles qui sont intenses. Le caractère aussi très impulsif de pouvoir passer d'une pratique à l'autre, d'un partenaire à un autre. La gestion émotionnelle, c'est une forme d'automédication du mal-être, de la gestion aussi des sentiments de ne pas se sentir à sa place, de ne pas se sentir aimé, tout ça, ben là, tout de suite, ça permet d'un petit peu apaiser ces sentiments-là. Et aussi, ça trompe vachement bien l'ennui parce que, mine de rien, ça occupe. Les chemsexeurs présentent fréquemment des troubles psychiatriques associés, hein, ces fameuses pathologies duelles, dépression, anxiété, idées suicidaires, dans 11 à 83% des cas. C'est énorme. Après, 11 à 83, ça fait une grosse fourchette quand même. Hein. La ritaline, entre thérapeutique et performance. Donc, la ritaline, c'est le méthylphénidate, hein, c'est le traitement qu'on donne pour accompagner les TDAH. Usage thérapeutique détourné, donc le surdosage en contexte festif, mauvaise compréhension des effets, parce que souvent on dit que le méthylphénidate, c'est une amphétamine. Il n'y a rien de plus faux. Hein. C'est un psychostimulant, mais ce n'est pas une amphétamine, ni même un dérivé d'amphétamine. Et d'ailleurs, il n'y a pas de dépendance à la ritaline. Alors, je sais que ça peut être très contestable ce que je dis, mais pourtant, les études cliniques démontrent qu'il n'y a pas de dépendance à la ritaline, mais par contre, il peut y avoir une addiction, une conduite addictive liée au fait de répéter la ritaline. Les psychostimulants récréatifs, oui, donc du coup, en fait, c'est ça. Le truc, c'est que la ritaline, en fait, va venir un petit peu remplacer les psychostimulants récréatifs, à commencer par les catinones 3-MMC, 2-MMC, mais aussi la cocaïne, puisque, en fait, ça va faire la même chose. Augmentation de l'énergie, amélioration de la concentration, usage indépendant de toute indication, intégration dans une logique performative. Les risques en surdosant sa ritaline et surtout dans la ritaline, donc non seulement les gens ils peuvent les prendre en avalant le cachet, mais aussi ils vont l'écraser et le sniffer. Les risques vont de l'épuisement sévère aux batteries prolongées en passant par la perte totale de contrôle sur les doses, ce qui peut représenter des risques cardiovasculaires. Les retours de terrain décrivent des situations de grande détresse physique et psychique une fois les effets retombés. La redescente, elle pique. Données épidémiologiques, explosion et mésusage. Alors ça, c'est issu des données de l'ANSM et des centres d'addictovigilance qui confirment, bon, ça se confirme de plus en plus. Après, voilà, entre 2005 et 2005, il y a une explosion de la prescription du méthylphénidate. En fait, c'est pas compliqué, c'est qu'en fait, avant, on ne diagnostiquait pas. Donc forcément, plus on diagnostique, bah, au plus on découvre qu'il y en a, donc au plus on prescrit. Voilà, donc les profils types, c'est usagers entre 37 et 38 ans en moyenne, avec polyconsommation associée, souvent des comorbidités, j'aime pas ce mot-là, il faut vraiment que je change, pathologie duelle ou troubles concomitants. 84% disent prendre aussi des benzodiazépines et certains même sont sous traitement de substitution aux opiacés. Prévalence du mésusage, environ 2% des usagers présentent une multiplicité d'ordonnances, c'est-à-dire doctor shopping, qu'on pourrait traduire par nomadisme médical, c'est-à-dire que c'est le fait d'aller voir plusieurs médecins pour avoir des ordonnances. Alors sur la ritaline, c'est un peu difficile parce que c'est des ordonnances sécurisées.
Mais après, les mecs pouvaient très bien aller voir de plusieurs médecins pour avoir plusieurs ordonnances sécurisées. Mais aujourd'hui, c'est un petit peu plus difficile parce que les pharmacies peuvent voir avec la carte vitale si le médicament a déjà été distribué avec une autre ordonnance. La stratégie de dépistage systématique du VIH, du TDAH, du TDAH. Le TDAH, on rencontre ce problème-là, c'est que on a très peu de médecins. Alors, techniquement, le TDAH, n'importe quel psychiatre peut faire ce qu'on appelle le DIVA, c'est le nom du test qui permet de diagnostiquer le TDAH. Mais très peu acceptent de le faire. Et la plupart des psychiatres refusant de s'intéresser au TDAH, bah, du coup, en fait, ne voient pas aussi les signes qui permettent de faire un repérage précoce. L'identification des signaux d'alerte, souvent patients jeunes, très impulsifs, consommation chaotique, difficile à maîtriser, en consultation d'addictologie et de sexologie, le TDAH, souvent, il a vite fait de se reconnaître quand on sait le reconnaître. Hein. Le questionnaire de dépistage, donc le fameux DIVA, cet outil standardisé, en fait, nécessite d'être bien davantage distribué aux psychiatres et les psychiatres doivent davantage le faire. L'éclairage au rapport aux substances et comprendre l'usage des stimulants comme une tentative d'autorégulation temporaire. Effectivement, si les TDAH ont tendance à bien aimer taper des traits de cocaïne ou de n'importe quel stimulant, en fait, c'est de l'automédication concrètement. Hein. Repérage du mésusage thérapeutique chez les patients déjà diagnostiqués, enquête sur les usages festifs et combinaisons dangereuses. Il ne faut pas hésiter à en parler avec le patient. Il ne faut pas avoir peur. Si le patient vous dit bah, docteur, j'ai tapé ma Ritaline, il ne faut pas dire hop là, ah bah là, tout de suite, on va arrêter le traitement. Non, il faut essayer de comprendre. Prise en charge intégrée TDAH et réduction du chemsex. Alors, bah, c'est ce que je disais, l'optimisation thérapeutique, c'est-à-dire le choix du bon stimulant. Par exemple, on arrive en consultation addictologie, le patient arrive avec des problèmes de dépendance à la 3-MMC, imaginons, donc il y a un psychostimulant assez fort. On fait un diagnostic TDAH. Peut-être que la forme du méthylphénidate qu'on peut donner, on peut donner le méthylphénidate sous la forme Concerta. Le Concerta a une durée très prolongée d'action. Et en fait, le comprimé est encapsulé dans de la cire, lui-même encapsulé dans une gélule assez difficile à casser, ce qui fait qu'en fait, on ne peut pas l'écraser, donc on ne peut pas le sniffer, on ne peut pas se l'injecter. Donc déjà, en première intention, on peut passer sur du Concerta plutôt que sous la forme Ritaline, qui est beaucoup plus facile à écraser pour sniffer ou injecter. On peut aussi envisager un traitement qui sont non stimulants. Je pense, voilà, il y a certaines études très récentes qui proposent, par exemple, de traiter les patients TDAH avec des doses très élevées d'ISRI, donc des antidépresseurs, des inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. On pense particulièrement aux Zoloft et à l'Effexor, parce qu'en fait, cette action va l'action des antidépresseurs jouant sur la noradrénaline va jouer sur la baisse du sentiment d'anxiété et donc du coup va faire baisser les symptômes du TDAH. Donc du coup, on pourra mettre moins de Ritaline derrière. L'accompagnement psychothérapeutique. Le TDAH est très, très bon client pour les thérapies cognitivo-comportementales où on va jouer avec son corps, on va essayer de réfléchir avec sa mémoire, avec ses souvenirs. Et en fait, il ne faut pas hésiter à essayer de proposer des axes de travail sur l'estime de soi, sur le contrôle de l'impulsivité, avec notamment les matrices les tableaux de Beck, voilà, savoir mettre en valeur aussi parler de la sexualité sans substance. Et l'alliance thérapeutique, hein, la déstigmatisation, comme je disais, c'est très important de pouvoir laisser la place à la parole de ce mésusage et de ce détournement. N'ayons pas peur que les patients nous disent « Tiens, bah, j'ai tapé ma Ritaline ». Et puis, en fait, c'est même d'un point de vue très réduction des risques. Si votre patient, il a un problème, il achète tout le temps de la 3, il tape beaucoup de 3 et qui vous dit alors bon, là, depuis 2 mois, j'ai plus du tout acheté ni consommé de 3 MMC, mais par contre, j'ai tapé ma Ritaline. Bon, alors là, on se met sous l'angle de la réduction des risques. Est-ce que finalement, c'est pas plus mal qu'il ait tapé sa Ritaline? Après, évidemment, de dire oui, mais moi, je suis médecin, je suis pas dealer. Mais il faut faire exister ce dialogue-là et donc comprendre cette automédication. Et l'alliance thérapeutique, elle passe aussi par les autres professionnels. Donc,
on a pu voir avec les thérapies cognitivo-comportementales, ça peut voir avec un psychologue, mais ça peut se voir aussi avec les pharmaciens. Les pharmaciens, par exemple, voilà, si un patient il dit bon ben là, ma Ritaline, je l'ai pour 28 jours, mais je la tape trop rapidement, j'ai du mal à gérer, eh ben, on peut peut-être essayer d'appeler la pharmacie et voir comment on peut faire plusieurs ordonnances et la personne va venir une fois par semaine récupérer ses médicaments pour la semaine et fractionner comme ça les ordonnances. Ça peut, voilà, c'est ça aussi l'alliance thérapeutique, c'est savoir travailler entre professionnels du médico-social, entre nous. Repérage et réduction des risques, les bonnes pratiques, bah, les questions ciblées. Hein, voilà, prenez-vous aussi des médicaments lors de vos sessions, hein, au repérage systématique et dédramatisez. Hein, je vous renvoie à la méthode de l'entretien motivationnel. Anticipation des risques spécifiques, identifier l'usage du Viagra, du Valium, de la Ritaline pour ajuster les conseils et vraiment euh, pouvoir anticiper. C'est-à-dire que c'est aussi aux professionnels du soin, les infirmiers, les médecins, de pouvoir aussi être formés à la réduction des risques et de savoir quels sont les risques liés au mésusage et au détournement de ces médicaments dans le contexte du chemsex. Et évidemment, toujours, je reviens encore une fois dessus, sur le ton non accusateur. Le patient ne vous parlera pas spontanément de ces médicaments et de ce qu'il en fait en dehors de la prescription. Donc, il ne faut pas percevoir ça comme des consommations, mais il faut voir ça comme une pratique. Information sur les interactions dangereuses. Donc, ça, on l'a dit, Viagra plus poppers. Aïe, 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 le cœur. GHB, benzodiazépine. Aïe, 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 le coma. Et stimulant plus antidépresseurs. Effectivement, on peut, bon, c'est rare, mais ça peut arriver, syndrome sérotoninergique. Mais par contre, surtout, les risques d'effondrement psychique, hein, surtout ça. Donc l'éducation thérapeutique, elle est essentielle hein, sur ces sujets-là. Stratégie concrète de réduction des risques, la planification des prises. Construit avec l'usager une stratégie prévisionnelle. Si j'ai prévu de consommer du GHB, le chemsex, il y a un truc qui est quand même génial. J'ai commencé par dire ça, c'est le caractère intentionnel. Le chemsex, il y a une intentionnalité. C'est-à-dire que j'ai prévu vendredi prochain de me retrouver avec 6 potes et on va s'enculer comme des légionnaires après le couvre-feu tout le week-end. Et ben, donc, du coup, on a prévu, il faut profiter du fait qu'on ait prévu ça. Donc, du coup, si mon patient a prévu de consommer du GHB, ben, on va essayer d'en discuter à l'avance. Voilà, voilà, moi je vous ai prescrit des benzodiazépines. Comment vous allez comment vous allez prendre vos benzodiazépines, à quel moment, quelle dose raisonnable. Matériel de qualité. Alors, la Early, le aide et éducation. En gros, c'est l'accompagnement à l'auto-injection. Hein, c'est-à-dire ça, c'est essentiel. Hein. Il y a des assos communautaires, je pense à moi, Nouvelle Aube, notamment et à Sud le Tipeee, qui propose ça, c'est très très important que si les personnes s'injectent, pratiquent le SLAB, qu'elles le fassent convenablement. Qu'elles aient accès à du matériel stérile pour les injections, même pour la Ritaline, enfin même pour la Ritaline creuse, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit ça, parce que ça va pour tout ce qu'on injecte. Et évidemment, le testing, hein, là, il y a le Drug Lab du bus 3132 à Marseille qui peut proposer de l'analyse de drogue. Voilà, éviter évidemment les circuits parallèles et d'aller acheter son Cialis à la supérette de la plaine, mais peut-être plus essayer de passer par une prescription. Et les alternatives non chimiques, notamment pour la récupération, hein, prendre un bon bain relaxant, des techniques de relaxation pour le sommeil, des exercices de Kegel, travail du souffle, essayer voilà, plutôt que de prendre des benzos, essayer de dire, tiens, essayer de pouvoir mettre en place sous forme d'atelier, par exemple, des exercices de décontraction, de voyage au centre de soi pour essayer d'éviter ou de minimiser la prise de benzo avant d'aller se coucher après une session. Créer un espèce de dialogue confiant, j'ai pas fini de le répéter, dans le chemsex, on sait qu'il y a souvent du Viagra, des calmants, est-ce que c'est quelque chose que vous utilisez? N'hésitez pas, en fait, à vous enclencher la conversation. Hein. C'est-à-dire que même si, a priori, le patient, il n'y a pas... voilà, vous ne lui avez pas prescrit, je parle pour aux médecins, hein, si vous ne lui avez pas prescrit particulièrement de médicaments, quoi, n'hésitez pas quand même à demander, parce que ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de prescription qu'il ne va pas en consommer. Voilà, donc normaliser la discussion, la reconnaissance du vécu et le travail collaboratif.
L'approche communautaire et l'aller vers sont essentielles, hein. Ne pas hésiter avec des travailleurs pairs. Alors pour ça, il y a certaines initiatives. Alors là, je vous ai mis KEPS du bus 3132, qui est le magazine en ligne dédié à l'usage de drogue, où le sujet du chemsex est très souvent abordé. Il peut y avoir des permanences en ligne avec des groupes Telegram. Je sais que AIDS avait mis à un moment des groupes de parole numériques, mais il y a aussi des réseaux de solidarité avec des véritables groupes de parole, avec des approches communautaires. D'ailleurs, on est en train de tâcher de pouvoir en mettre en place avec la Villa Floréal au centre LGBTQIA+ de Marseille. Je vous tiens au courant. Voilà, là, je me répète. Enjeux de santé publique. Voilà. Alors là, on va arriver à la conclusion. Les défis actuels. Le problème que ce soit un angle aveugle, c'est que ça multiplie les risques. Donc, il faut pouvoir en parler. Il faut pouvoir rendre ce sujet visible, il faut pouvoir former les professionnels. Il faut que, alors, en plus, on est quand même dans un angle mort de la recherche. Il y a peu de données épidémiologiques sur le sujet. Alors qu'il y a un impact somatique et psychique à long terme qui est assez fort. La question du traitement du VIH, ça peut vraiment avoir un impact sur la personne qui serait séroconvertie si elle a pris sauvagement la PrEP. Et en fait, ce champ marginal pourrait vraiment bien nourrir la recherche. Et d'ailleurs, il y aura bientôt, très bientôt, une cohorte proposée par la NSM et le CESTIM de l'INSERM sur le chemsex. Donc, il faut aller vers une approche de santé publique qui soit intégrée à la fois de l'éducation, alors l'éducation thérapeutique, mais aussi l'éducation des professionnels, de l'accès aux soins, faciliter les consultations. L'accès aux soins, il n'est pas du tout évident. À Marseille, va trouver un psychiatre qui accepte de faire un diagnostic ou un suivi TDAH, c'est le parcours du combattant. Valoriser l'approche communautaire, un travail de politique publique aussi, en parler avec voilà, ça doit être un véritable sujet de santé publique. D'ailleurs, c'est pour ça que le CORES s'engage aussi à pouvoir mettre ce sujet-là sur la table, et évidemment l'angle de la recherche qui est essentiel. Les perspectives d'action collective et territoriale, donc là je vais parler de ce que nous faisons à Marseille et qu'on va essayer d'étendre à la région de PACA. Donc, il y a nos journées chemsex annuelles, comme en parlait Stéphane. Malheureusement, pour cette année, c'est complet. Enfin, malheureusement, moi, je suis très content, mais vous, si vous voulez venir, vous serez dégoûté, c'est complet. L'engagement institutionnel, la ville de Marseille s'est engagée à financer un programme de formation structuré via le Conseil local de santé, et nous travaillons avec le CORES-PACA à un déploiement régional du travail que nous faisons depuis 4 ans maintenant avec ce groupe de travail chemsex, et on essaye d'aller vers aussi les autres groupes de travail. Il y a notamment à Nice un groupe de travail qui s'est monté. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir aller tous se rencontrer pour pouvoir en fait ensemble faire. C'est comme ça qu'en fait on fait de la santé publique, c'est en ayant la connaissance des spécificités locales et en même temps en arrivant à travailler ensemble. Je ne suis pas sûr d'avoir le temps. Je ne sais pas combien de temps, Stéphane. Fais-moi le maître du temps. Je ne suis pas sûr qu'on n'ait pas le temps de faire le cas clinique. Non, Si jamais. tu peux. Franchement, on peut se donner encore 10 minutes si tu veux. Au moins, voilà, ça pourra Alors, illustrer. ben, je finis sur le cas clinique. Je finis sur le cas clinique. Parce Vas-y, que, en vas-y. plus, Franchement, ouais, vas-y. Ouais, ouais, vraiment. le cas clinique, Marc, le prénom a été changé. Je vais vous le raconter comme ça, je ne vais pas lire mes notes. Marc, c'est quelqu'un qui est venu, que moi j'ai accompagné, j'ai commencé à accompagner il y a un certain temps de ça. Marc, quand il est arrivé, alors il s'injectait dans le contexte de chemsex, il n'avait plus du tout de boulot, c'était la santé, ni la santé, ni la sociabilisation, ni le travail, il était vraiment dans une fuite en avant, hein, complète. On a travaillé ensemble dans un premier temps sur la question de comment se réapproprier sa sexualité. Il a eu un sevrage complet qui a duré, je crois, 2 mois, ouais, quelque chose comme 2 mois. On a beaucoup travaillé sur la sexualité sans substance. Il y a eu une reprise des consommations, ce qui est tout à fait normal. En fait, là où il utilisait le Viagra systématiquement avant, en fait, le fait qu'on ait eu cette approche de non jugeante et qu'on ait pu faire exister l'usage des médicaments en même temps que l'usage de drogue un petit peu au même niveau, en fait, ça a permis à faire que Marc a réussi. Alors d'abord, on a réussi à identifier
qu'il y avait de toute évidence un TDAH et qu'il fallait poser un diagnostic. Donc, j'ai réussi à l'orienter vers un professionnel adapté qui a pu lui prescrire le TDA, lui prescrire de la Ritaline. On a réussi aussi à lui faire trouver un travail. Et en fait, petit à petit, il est sorti de cette conduite addictive. Alors, conduite addictive, c'est-à-dire que si vous voulez, Marc, aujourd'hui, je suis toujours en contact avec lui, il continue à consommer, mais occasionnellement. C'est-à-dire que ça ne prend pas toute la place dans sa vie. Il continue à consommer, mais pour le plaisir. Et pas, c'est plus devenu problématique. Ça n'empêche pas d'avoir une vie sociale, ça ne l'empêche pas d'avoir une vie professionnelle. La question des médicaments, par exemple, il ne prend plus du tout de Viagra parce qu'en fait, il s'est rendu compte qu'il n'en avait pas besoin. Sa Ritaline, alors une fois, il a essayé de l'injecter, en fait, il a dit non, pas du tout. Donc tant mieux, il ne le fait pas. Voilà, donc c'est la question du diagnostic du TDAH et de la place des médicaments, c'est vraiment central, je crois, en tout cas, chez les personnes qui rencontrent des problèmes d'addiction dans le contexte du chemsex. Pour terminer, je vous ai fait une slide, bon, ça, quelques slides sur la bibliographie. Alors, j'ai essayé, c'est compliqué de rentrer une bibliographie sexy. Donc, j'ai fait un truc non exhaustif et j'ai essayé de ranger un peu par catégorie, alors, sur les recherches cliniques, surveillance épidémiologique, les approches thérapeutiques et aussi sur les perspectives, notamment les expériences européennes. Je fais un petit focus. Je vous invite à vous procurer, c'est en libre accès sur le site de AIDS et de la Fédération Addiction, le guide Aller vers les chemsexeurs proposé par ARPA Chemsex, qui reprend quand même un petit peu pas mal de choses qui ont déjà été dites un peu ailleurs dans d'autres groupes et dans d'autres enfin dans plein de trucs, mais en fait, c'est dit avec beaucoup. C'est un guide qui est assez bien fait parce que c'est clair, en fait. C'est assez bien fait et c'est un travail qui est assez agréable à lire. Et je vous invite vraiment à vous le procurer sur le site de la Fédération Addiction et de AIDS. Voilà, je vous ai mis aussi voilà, les enjeux contemporains et les perspectives. Et c'est bon pour moi. On peut passer à vos questions. J'espère que je n'ai pas pris trop de temps et que je n'ai pas parlé trop vite. Mais c'est sûrement le cas. Tu as été super, merci Romain, merci beaucoup. Je profite rapido parce qu'en parallèle du coup et dans la continuité de ce que tu as pu aborder, on a Soel Real Molina qui est doctorant en STEAM et qui fait partie Mmh. aussi du groupe de travail Chemsex et qui nous avait relayé le lien vidéo de la présentation des travaux d'une microbiologiste militante de l'association Transgender. Je vais vous le mettre dans le chat. Et en fait, ça traitait des interactions ARV, produits psychoactifs, traitements hormonaux de substitution. Et du coup, ça peut être assez intéressant. Et je trouve que ça faisait bien le lien avec ce Ouais. que tu as abordé. Donc, je vais vous mettre le lien YouTube tout de suite dans le chat. Complètement. Merci pour Hop. cette initiative, Stéphane. C'est très bien. C'est un très bon travail en plus. Oui, oui, oui. Donc vraiment, je vous invite à regarder ça. Puis il y a un PowerPoint de toute façon en plus qui est aussi accessible. Donc là, effectivement, un petit temps de questions-réponses. Donc vous pouvez poser vos questions dans le chat ou lever la main et je vous donne la parole. Il n'y a aucun problème. Sachant que on a eu une première remarque du coup tout à l'heure qui disait effectivement donc concernant les médicaments souvent utilisés dans le cadre du chemsex, il y a également la doxypep sauvage, souvent des fins de traitement utilisées après des sessions de chemsex pour éviter les IST. Voilà. Ah, alors, ça, c'est la doxycycline, donc c'est un antibiotique qui. Alors, ça, c'est très intéressant. La doxy, alors, donc, il y a les dernières recommandations de Santé publique France sur la question du traitement des infections sexuellement transmissibles, où effectivement, on conseille dorénavant d'utiliser la doxycycline en prophylaxie. Enfin, je suis désolé, je ne vais pas trouver le mot. En traitement prophylaxique, c'est-à-dire qu'avant de faire une session de chemsex, on va prendre l'antibiotique pour pouvoir Alors, est-ce que. Alors, le truc, c'est qu'aujourd'hui, c'est une recommandation. Il y a 5 ans de ça, je me rappelle très bien quand on en parle. En fait, à la base, c'est des chemsexeurs eux-mêmes qui faisaient ça. Et on leur disait surtout, malheureux, ne fais pas ça parce qu'on risque de développer des souches résistantes aux antibiotiques, ce qui est vrai. Donc, du coup, c'est assez intéressant comment d'un détournement, ça devient une recommandation de santé publique. C'est très intéressant ce passage qu'il y a eu là.
Alors moi, bon, j'ai pas d'avis à donner parce que je suis pas infectiologue et je suis pas médecin de santé publique, mais effectivement, il y a quand même sur la doxy, il y a vraiment ce passage-là qui s'est passé. Donc c'est pour ça que quand on parle de non-jugement, d'automédication, il y a vraiment, là, on est sur une magnifique illustration de ce que c'est que tout ça, quoi. Et pour compléter ce que tu dis, parce que effectivement, ça peut, enfin, le terme peut vite prêter à confusion. Le commentaire, effectivement, parlait de doxypep et tu parlais de doxyprep. Donc, effectivement, les deux sont un peu à discerner parce que la doxyprep, c'est effectivement en prophylaxie, donc avant un Ah, rapport. Et là, le oui, j'ai cru qu'on commentaire parlait de parlait ça. du doxypep, donc effectivement, de prendre le traitement post-rapport parce qu'en fait, on sait que, en fait, la Ah oui, doxycycline est oui, peut-être prise aussi après un rapport sans préservatif pour diminuer le taux de contamination de chlamydia et syphilis, c'est parce que la gonocoque est moins concernée par ce traitement. Mais du oui. coup, c'est Alors les deux intéressant. sont valables, Effectivement, hein. Les, voilà, les deux se complètent. les deux sont valables. Et d'ailleurs, à l'époque, quand on parlait de détournement de ces trucs-là, il y avait effectivement en prophylaxie ou en post, effectivement, tout à fait. Carrément. Et du coup, on a une autre question qui te demande quel impact de la consommation de Ritaline par des personnes qui ne sont pas TDAH. Alors ça, encore une fois, je suis pas médecin chercheur. J'ai ni la légitimité ni les compétences pour pouvoir qualifier ça. Mais a priori, ce que je dirais, c'est que en fait, c'est un psychostimulant pour tout le monde, hein. C'est en fait le principe du méthylphénidate. Une personne qui est TDAH, quand elle va prendre le méthylphénidate sous forme de cachet, le bon dosage, c'est quand elle ne sent pas les effets psychostimulants. Le méthylphénidate ne doit pas être un psychostimulant. Le TDAH, quand il le prend, le premier symptôme qu'il va avoir, c'est qu'il va avoir envie d'aller se coucher. D'ailleurs, dans le DIVA, quand on essaie de faire du repérage précoce pour savoir si la personne est concernée par le TDAH, quand la personne consomme des produits psychostimulants, on lui dit, est-ce que quand vous prenez juste une trace de cocaïne, mais juste une trace, est-ce que 20 minutes après, vous avez envie d'aller vous coucher? Si on a envie d'aller dormir après avoir pris de la coke, c'est un signe évocateur du TDAH. Pour les personnes non TDAH, ben en fait, ça va juste faire l'effet d'un psychostimulant. Mais après, honnêtement, quelles sont les conséquences neurologiques ou psychiques? Je n'ai ni les compétences ni la légitimité de pouvoir commenter ça, je suis désolé. Mais ça, effectivement, ça vaut le coup de poser la question. Malheureusement, le docteur Jonathan Gava ne pourrait pas être avec nous aujourd'hui, mais on pourra poser la question au docteur Jonathan Gava qui connaît bien le sujet. Merci Romain. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas. Hop, une question est arrivée. Du coup, peut-on faire un mini focus sur la Ritaline en injection? Quel RDR apporter, dilué au sérum Phi? C'est en question. Oui. Alors, là, j'ai envie de dire qu'il n'y a rien de particulier par rapport à tout ce qui va s'injecter. C'est-à-dire que bah, la question de savoir s'injecter convenablement, d'utiliser du matériel propre et stérile, de savoir mettre l'aiguille dans le sens de la veine, ce genre de choses. Après, est-ce qu'il y a des spécificités, comme par exemple, on va mettre de l'acide citrique pour l'héroïne, par exemple? Non, il y a pas de contre-indication particulière. Le sérum Phi, si vous pouvez préciser un petit peu de quoi vous parlez, parce que, bon, après, je sais pas, le sérum Phi ou PPI, bon, c'est pareil de le PPI ou du sérum Phi. Non, c'est pas pareil, mais oui, à défaut de PPI, on peut utiliser du sérum Phi. Euh, les, euh, au niveau des risques, par contre, c'est moins. Alors, parce que par exemple, dans le chemsex, on a un véritable problème, hein. Les personnes qui slament, la 3-MMC, c'est particulièrement corrosif. Et les personnes qui se slament peuvent se flinguer le capital veineux en très peu de temps. On voit fréquemment des amputations, des surinfections, voilà, surtout quand il y a non pas de la 2 ou 3 MMC, mais quand c'est de la CMC. C'est-à-dire que CMC, c'est-à-dire qu'il y a un atome de chlore. Et alors là, ça flingue complètement le capital veineux. La ritaline n'a pas ce caractère caustique et corrosif. Donc, ça reste quand même beaucoup moins
en termes de RDR, moins problématique. Puis en plus, on est sur un produit qui est pharmaceutique. Voilà, donc à part respecter l'hygiène, comment dire, le champ stérile, tout ça. Après, sur les doses, honnêtement, je n'ai pas assez de connaissances pour pouvoir vous dire combien il faut doser, hein. Ça, je ne sais pas. Mais cela dit, je pourrais poser la question des personnes. Je ne Oui, sais en pas si j'ai fait, répondu à la question du coup. pendant que tu parlais, du coup, la question a été complétée par Pauline, du coup, qui demandait comment la Ritaline est diluée, EPPI ou sérum fit préférence, et la RDR dosage Ritaline sniffé injecté en question. Alors, sniffer, en général, donc les gélules de Ritaline se présentent. Alors, c'est 10, 20, 30. Je crois que ça peut monter jusqu'à 40, mais je ne suis pas sûr que le 40 mg se trouve. Ça doit être, je crois que c'est 10, 20, 30. Les, alors, on peut le trouver sous forme de libération immédiate, sous forme de comprimé, mais c'est assez rare. On le prescrit assez peu en France. Souvent, c'est de la diffusion prolongée ou modifiée. Donc, en fait, c'est des petites gélules. Et en fait, en général, les usagers de ce qui est rapporté, c'est 10 mg une trace. C'est-à-dire qu'avec un cachet de 10 mg, bah, tu fais une trace. Enfin, moi, je trouve que ça fait beaucoup, mais bon, c'est ce que disent les usagers. Moi, j'aurais plutôt dit deux traces, parce que ouais, j'ai toujours voilà, le réflexe réduction des risques qui dit fractionnez vos prises. Donc, si on va avoir un discours RDR, moi, je dirais plutôt que c'est deux traces par tranche de 10 mg. Après, pour l'injection, je ne sais pas du tout, mais je poserai la question. Merci Romain. Autre question du coup de Fabrice, du coup, qui en deux parties. Donc, bonjour à mon époque, je deviens vieux. Non, on t'en prie, Fabrice. La Oh prescription non. TDAH pour les adultes était réservée aux personnes ayant été dépistées mineures. Cela a-t-il changé? Oui, Précision pour ce qui a été dit durant la première partie. Très bonne d'ailleurs, merci pour cela. Il est totalement merci. possible de broyer son Concerta, c'est juste plus long et plus pénible, vu et vécu. Ah, mais Fabrice, encourage-moi, je sais que c'est possible de le faire. Bien sûr que oui, c'est possible de le faire, mais il faut pas le dire. Non, oui, effectivement, avec un pilon, avec un mortier, oui, c'est possible. Mais c'est très difficile et très pénible. Voilà, donc, et si je dis ça, c'est que bah, le cas de Marc, par exemple, le cas clinique que je vous ai présenté, lui, bah, comme il s'injectait sa Ritaline, on lui concerta, bah, du coup, c'est plus difficile. Voilà. Donc oui, dans l'absolu, rien n'est imbroyable, hein. Ensuite, sur la question de... Oui, alors ça date de juillet 2021, pour être précis. La France a changé ce truc, c'est qu'effectivement, le TDAH adulte n'existait en France que on avait été diagnostiqué avant 18 ans et un jour. Donc en juillet 2021, ça a changé. Maintenant, on peut faire un diagnostic TDAH après 18 ans et un jour. Et voilà, effectivement. Et puis pour la petite histoire, il n'existait que deux hôpitaux en France qui faisaient du diagnostic TDAH adulte. C'est le service du professeur Lançon à l'hôpital Sainte-Marguerite à Marseille et l'hôpital, je crois que c'était Saint-Louis à Paris, ou Salpêtrière, je ne sais plus. Un hôpital à Paris, mais en tout cas, il n'y avait que deux hôpitaux qui acceptaient de le faire, malgré le fait qu'on disait que non, chez l'adulte, on ne diagnostique pas après 18 ans. Mais donc oui, Fabrice, la loi a changé. Et Fabrice te disait, oups, Pourquoi oups? pour Ah la oui, pour- voilà. Ben oui, mais de toute façon, toute personne qui travaille dans la RDR ou qui est usagère sait que voilà, tout peut s'écraser. Mais après, voilà, il y a des médicaments, voilà, le Concerta. Après, franchement, pour avoir essayé, il faut y aller, hein, c'est technique, hein. Mais après, et puis c'est pas plus mal, c'est bien parce qu'il y en a vraiment que le médicament soit difficile à écraser, ça les aide vraiment. Et du coup, Fabrice te remercie. Mais merci à toi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser, écrire, lever la main. Ou des remarques, hein, si vous avez des choses sur lesquelles vous n'êtes pas d'accord et que vous avez envie d'apporter un autre point de vue, n'hésitez pas, hein.
En entendant peut-être des questions, est-ce que tu pourrais peut-être un peu plus étayer sur, tu parlais tout à l'heure de la PrEP sauvage, le fait que effectivement les personnes du coup ne sont pas forcément trop dans un circuit au niveau de la PrEP, etc. Est-ce que tu aurais un petit peu des indicateurs ou des éléments là-dessus? Qu'est-ce qui fait potentiellement que tu vois, que les chemsexeurs ne sont pas trop dans l'adhésion ou peut-être dans la continuité de prendre la PrEP avec un suivi médical, etc. Est-ce que tu as des éléments là-dessus? Alors, il y a plusieurs personas, des profils types qui sont assez souvent les mêmes. Le premier profil type, c'est euh, la personne mariée en couple hétéro avec des enfants qui se fait de temps en temps le week-end, voire plus souvent, des sessions de chemsex, qui est dans un déni de sa sexualité et qui n'est absolument pas, qui n'a pas du tout la disponibilité mentale et émotionnelle d'amorcer un suivi PrEP et encore moins addictologique. Donc typiquement, c'est ce genre de personnes qui sont dans leur vie tellement éloignées de ces considérations. C'est pour ça que je parlais de communautaire et d'identitaire dans mon introduction. C'est que voilà, souvent, ça va être ces personnes-là qui ne sont pas du tout OK et à l'aise avec leur sexualité, qui la vivent vraiment de façon complètement cachée. Le deuxième persona qu'on va avoir, ça va être l'homme gay, souvent, encore une fois, en couple, qui n'est comment dire qui trompe hein, en dehors du cadre du cadre de la relation et donc du coup qui là aussi pareil c'est une stratégie d'évitement et qui n'a pas forcément le courage d'aller voir des médecins derrière. Voilà, après il y a c'est déjà ces personnes qui prennent la PrEP de façon sauvage, c'est déjà pas mal, hein, parce que moi, je connais, je pense à une personne en particulier qui a attrapé le VIH en faisant comme ça et qui est aujourd'hui décédé. Donc voilà, mais voilà, donc ça, c'est typiquement les deux personas qu'on va retrouver. Après, il peut y avoir aussi de la, mais je sais pas si on peut appeler ça la PrEP sauvage, mais typiquement, voilà, je pars de chez moi, j'ai pris ma PrEP. Donc j'ai pris mes deux cachets quand on est sur le schéma à la demande ou même si c'est en continu, c'est pareil. J'ai pris mon médicament et en fait, je pars et en fait, ah pouf, ça fait déjà plus de 24 heures que je suis là, voire 48, 72 heures, mais j'ai pas pris ma pilule, mon pilulier avec moi. Et donc du coup, c'est les autres qui vont me dépanner, qui vont me dire bah tiens, prends un cachet, voilà. Alors ça, c'est beaucoup moins grave, mais c'est pas génial. Parce que faut toujours se rappeler que la PrEP, c'est sa prescription. Quand je prends la PrEP, je me protège moi, ma prescription me concerne moi. Voilà. Après, il va y avoir aussi des personnes qui prennent la PrEP, mais qui, soit parce qu'ils ont la flemme, soit parce qu'ils ont oublié, ne vont pas renouveler le rendez-vous au Cégide ou chez leur généraliste, vont pas faire les tests et en fait, donc du coup, ils ont plus de médicaments et donc du coup, on va demander. Et là, je pense qu'on peut parler de PrEP sauvage parce que la PrEP, c'est pas juste prendre un médicament. La PrEP, c'est tout un protocole qui consiste à prélever sur plusieurs sites différents. C'est un entretien avec un médecin, c'est le contrôle du VIH, c'est le contrôle aussi de la qualité des reins, en tout cas au début. Enfin, voilà, donc voilà, c'est ça souvent qu'on va retrouver. C'est pour ça d'ailleurs, je me permets du coup de relancer le Prepline. Stéphane, tu veux peut-être nous parler de Prepline? Avec la petite transition, oui, Prepline, c'est un dispositif régional du coup qui est porté du coup par vers Marseille Sans Sida, par le CISI avec Hélène Laroche et le CORES, et par plein de médecins volontaires. Et en fait, c'est une ligne téléphonique qui est dispo en fait pour tous les médecins qui se sentent pas trop ou qui sont pas trop à l'aise pour prescrire la PrEP ou en tout cas parler santé sexuelle avec leurs patients parce que bah, en fait pour plein de raisons. Et l'idée, c'est de permettre à ces médecins d'avoir voilà, d'autres médecins en ligne qui sont dispo du lundi au vendredi sur des amplitudes horaires assez larges pour parler PrEP et surtout avoir plein de petits outils voilà, pour en parler. Et du coup, ça me fait le lien enfin, avec cela, ce que tu disais effectivement avec la difficulté aussi de la PrEP parce que
le constat aussi qu'on a, c'est qu'effectivement, la difficulté, c'est de pouvoir en parler avec son médecin. Et tu évoquais aussi la notion de docteur shopping et du nomadisme un peu médical, etc. Et j'ai l'impression que c'est des choses aussi qui se rattachent aussi à ça, c'est-à-dire que soit on ne parle pas effectivement à son médecin de toutes ces thématiques-là, et notamment de la PrEP, soit effectivement par sentiment de honte, et ben, effectivement, les chemsexeurs vont passer d'un médecin à l'autre, donc du coup, vont pas forcément avoir de fil conducteur sur leur parcours médical ou de soins. Et effectivement, tous ces trucs-là se croisent, j'ai l'impression. Tu as complètement raison parce qu'en fait, on est sur le cœur, au cœur même dans mon introduction où je disais donner une définition de qu'est-ce que c'est que le chemsex, où je parlais de stress minoritaire. Tant qu'il y aura de la sérophobie, c'est-à-dire tant que le VIH sera une maladie honteuse, tant qu'il y aura une culpabilité stigmatisante liée à l'orientation sexuelle et aux pratiques sexuelles, eh ben, en fait, il y aura un frein à aller voir des médecins. Et c'est pour ça, en fait, on est au cœur de ça. C'est-à-dire que si le VIH était une maladie pas si honteuse que ça, enfin, je sais pas, on n'a pas honte d'être diabétique, on n'a pas peur de dire j'ai du diabète. Et ben voilà, on n'a pas honte de reprendre ces données de glycémie. Ben, pourquoi on devrait avoir honte d'avoir son relevé de CD4, de charge virale, j'en sais rien. Mais voilà, et en fait, on est au cœur du sujet. Hein. On est au cœur du sujet de qu'est-ce qui fait les spécificités du chemsex et de qu'est-ce qui fait aussi les freins. Voilà, et c'est en ça que moi, je considère que les CGID jouent un rôle véritablement central parce que ça reste ce modèle du centre anonyme et gratuit, donc qui devient moins anonyme, mais toujours gratuit, dès qu'il s'agit de faire un suivi PrEP. Mais en tout cas, c'est une porte d'entrée qui est vraiment très précieuse et les CGID font un travail extraordinaire. Et il faut vraiment valoriser le travail des CGID et envoyer. Moi, c'est vraiment ce que je fais le plus quand il y a ces personnes qui sont le plus isolées du soin comme ça, éloignées en tout cas du soin et avec tous ces risques-là, je les envoie vers les CGID. Et pour revenir sur PrEPline, moi, ce dont je rêve, c'est TDAH Line. C'est-à-dire la même chose, le même principe, où quand tu es un psychiatre avec un patient qui dit j'ai un TDAH, docteur, j'ai besoin d'un accompagnement parce que j'arrive pas à trouver de rendez-vous avec un médecin, ben genre plutôt qu'on se prenne dans la gueule, hein, ah non, moi je fais pas ça, pas de ça chez moi, ben, on peut faire TDAH Line et genre voilà, ben, tiens, comment on accompagne un patient TDAH? Normalement, n'importe quel psychiatre devait pouvoir le faire, hein. C'est dans le DSM. Hein. On a une autre question, Romain, Oui. d'Amandine qui nous demande si les rapports hétérosexuels accompagnés de prise de drogue ou médicaments rentrent-ils dans le cadre du chemsex? Alors, comme je le disais en début de présentation, non. Non. Après, l'idée, encore une fois, c'est pas de hiérarchiser, de dire genre t'es pas gay, t'as pas le droit de rentrer. C'est pas ça. L'idée, c'est de comprendre que le chemsex est un usage sexualisé des drogues. Ce que vient de définir Madame est un l'usage sexualisé des drogues, l'usage sexualisé des drogues peut être extrêmement problématique. Et d'ailleurs, je pense qu'au-delà de la question du chemsex, l'usage sexualisé des drogues devient de plus en plus problématique dans l'ensemble de la société. Euh, et en plus, c'est pas nouveau, hein. C'est-à-dire que depuis que les produits psychoactifs existent et que la sexualité existe, à savoir depuis que l'humain existe, il y a toujours eu un usage sexualisé des drogues et il y a toujours eu la possibilité que ça devienne problématique. On va parler de chemsex quand il y a quand on est issu des communautés LGBT+, euh, parce qu'il y a la question du stress minoritaire lié à la culpabilité stigmatisante d'une sexualité en dehors des normes, d'une séropositivité qui est encore considéré le VIH comme étant une maladie honteuse et culpabilisante. Donc, effectivement, tout ce dont on parle, c'est-à-dire utiliser de la drogue, détourner des médicaments, tout ça, oui, ça peut exister chez les hétéros, mais c'est pas du chemsex. Après, j'ai envie de dire un truc aussi, c'est que alors, moi, ça m'est arrivé mais un nombre de fois très important où voilà, j'y pense, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, un couple, la cinquantaine, un homme et une femme.
Ils disent, nous, on pratique le chemsex. Je fais, ah bon, bah, d'accord, et tout. Machin. En fait, vraiment, ils pratiquent le chemsex, il y a des problématiques, je les ai orientés, tout ça, machin. Et ils disent, mais nous, on est hétérosexuels. Et en fait, je dis, mais c'est quoi vos pratiques? Et en fait, l'une des composantes essentielles, c'est aussi les pratiques dans le chemsex, et il y a le fait de pratiquer le sexe à plusieurs, disons les mots des partouzes. J'ai envie de vous dire que si on est plus de deux dans la pièce, ben, il y en a a priori au moins un des deux qui n'est pas hétéro, il est au moins bi. Et en fait, ce couple, oui, c'était un couple homme-femme, mais ces personnes ne sont pas hétéros, elles sont bisexuelles. Donc, elles n'ont pas une sexualité qui est considérée comme étant dans la norme. Et si je dis ça, c'est vraiment pas pour faire une espèce de séparatisme identitaire, pas du tout. Au contraire, l'idée, c'est de pouvoir expliquer pourquoi il y a une nécessité d'un point de vue des sciences humaines, d'un point de vue sociologique, de comprendre l'histoire des bientôt 40 dernières années d'épidémie de sida, de culpabilité stigmatisante, voilà, aujourd'hui on vit dans une société qui fait semblant de ne pas être homophobe, alors que ben voilà, moi en tant que personne concernée, je vous prie de croire que nous vivons dans une société homophobe, en tout cas où notre sexualité n'est pas considérée comme étant dans la norme. Et donc, voilà. Et ça, c'est vraiment essentiel à comprendre. Hein. Yes, et en même temps, pour compléter, c'est hyper intéressant parce que tu soulignes toute la zone grise justement du besoin de détermination ou d'identification à des pratiques ou à des orientations sexuelles face à des personnes peut-être qui ne voudraient pas se mettre aussi identifiées dans ça, etc., pour plein de raisons, et du coup qui Exact. échappent peut-être même finalement à ce process de chemsex ou pas, etc., etc. Donc c'est ouais, non, c'est passionnant. Mais c'est ça, c'est que tu vois, quand je reprends l'exemple du père de famille hétérosexuel qui le week-end va décompenser en faisant des partous tout le week-end, en prenant plein de drogues, en fait, lui, il le fait pour exprimer sa sexualité intrinsèque et son désir profond, et voir ses carences affectives, parce que dans sa vie de tous les jours, c'est pas ce qu'il peut exprimer, c'est pas ce qu'il peut vivre. Ça veut pas dire qu'il aime pas sa famille, ça veut pas dire qu'il aime pas sa vie, hein, attention, mais en fait, mais il a besoin d'exprimer quelque chose qui est latent. Et en même temps, en fait, c'est la même expérience que vivent d'autres personnes qui sont résolument queer, qui se revendiquent d'une sexualité alternative et qui vivent ça comme une pratique communautaire dans le but de se rassembler aussi entre personnes qui subissent ces stress minoritaires. Et qui vont pouvoir toutes se rencontrer aussi en contexte Exactement. chemsex, du Mais coup. c'est ça qui est passionnant. C'est ça qui est passionnant. Vous savez, dans la pratique du chemsex, c'est fou. Moi, j'ai déjà vu des situations, voilà, dans le même appartement, il va y avoir plein de mecs et il va y avoir le PDG d'une entreprise qui gagne 10 000 € par mois et un réfugié sans papier qui vit en CHRS. Qu'est-ce qui fait que ces deux individus qui n'auraient jamais dû se croiser dans la société se retrouvent un samedi soir à 2 heures du matin dans un appartement à vivre un truc aussi intime que des relations sexuelles en prenant de la drogue? C'est qu'il y a quand même quelque chose de commun qui les rassemble. Voilà. Et donc, c'est ça qui est hyper intéressant. C'est qu'il y a, et qu'il faut pas voir là. C'est pour ça que c'est très important de dire qu'il n'y a pas de séparatisme identitaire et c'est pas du militantisme queer que de dire ça. C'est véritablement de l'observation clinique. Et voilà. Petite remarque du coup, là, on a Pauline qui nous dit petit aparté également concernant certains travailleurs du sexe, donc Oui, d'hommes qui ont des rapports sexuels entre hommes, qui ont des difficultés car ne peuvent pas tenir une passe qui dure 3 jours sans produit, donc conso obligatoire pour travailler. tout à fait. Alors, je pense que ça pourra donner lieu à un webinaire entier, la question du travail du sexe et le chemsex, parce que c'est un véritable sujet. La question du travail du sexe, voilà, je vais vous dire, euh, je ne. Après, il y a un biais, comment dire, il y a un biais de confirmation de par l'environnement dans lequel je. Excusez-moi, il y a ma chaise qui fait que descendre. Il y a un biais de confirmation lié à l'environnement dans lequel j'évolue, mais moi, je vais vous dire, je ne connais pas de personnes d'hommes gays de moins de 25 ans, c'est-à-dire les nouvelles générations, je n'en connais pas qui n'ont jamais pratiqué
le travail du sexe. C'est-à-dire que dans mon entourage que je vois via le centre LGBT, voilà, je ne connais pas de jeunes gens qui n'ont pas pratiqué le travail du sexe pour les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes. La question du travail du sexe et l'usage de drogue c'est un véritable sujet et je pense, Pauline a tout à fait raison, qu'il faudra que ça donne lieu à un véritable webinaire, peut-être un peu communautaire aussi, en faisant peut-être participer quelqu'un de concerné et aussi peut-être aussi s'intéresser au champ de la recherche et voir notamment avec Gabriel Girard du CESTIM s'il n'y a pas peut-être quelqu'un qui pourrait participer aussi pour nous donner un petit peu des données euh, dans le champ de la recherche. Oui, et puis ça, je crois que ça fait aussi le lien sur toutes les nouvelles, alors nouvelles générations, les jeunes LGBT en tout cas, qui commencent leur vie sexuelle aussi par le biais du chemsex, c'est-à-dire que Ah l'entrée aussi oui, à la sexualité se fait par ce biais-là aussi, oui, et que c'est aussi des réalités là qui sont de plus en voilà, qui sont là et qui demandent aussi à être traitées, en tout cas, je pense. oui, 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 absolument, absolument. Ça, c'est vraiment, ça concerne de plus en plus de personnes. Et il faut être capable d'en parler. Cette chaise m'a l'impression d'être Charlie Chaplin avec une chaise qui redescend. Pauline, du coup, rajoutait du coup à sa remarque, elle te disait oui, avec trois points d'exclamation, il y a des projets prévus, intéressants prévus à ce sujet, on peut en rediscuter par mail, téléphone. Voilà. Ah bah écoute, vous nous proposez un webinaire là. On a une question du coup de Raled Youssef qui nous dit la durée d'élimination du GBL ou GHB. La durée d'une heure connue par la pratique semble non réelle. Alors, il y a deux éliminations. Comment dire? L'élimination, c'est-à-dire, voilà, parce qu'en fait, il y a au niveau comment ça s'appelle, de la pharmacocinétique, donc alors on va parler du GBL, hein, parce que le GHB, on en trouve très peu, c'est rare d'en trouver en France. Ce qu'on va trouver en France, c'est du GBL. Donc le GBL, c'est un précurseur du GHB, c'est-à-dire qu'on va l'avaler et ça va être métabolisé dans le foie qui va le transformer en GHB. Ça va faire plusieurs cycles jusqu'à l'élimination totale, notamment par la transpiration et les urines. Le GHB reste assez peu de temps, effectivement, est éliminé assez rapidement. Mais je ne pense pas que ce soit ça ta question. Ta question, je pense qu'elle est plus sur la question de la durée des effets. Parce qu'effectivement, souvent, et alors là, c'est un vrai truc de RDR. D'ailleurs, on en avait parlé lors du dernier webinaire avec le docteur Jonathan Gava sur le GHB. En fait, le G, ça, avec une toute petite quantité, il y a un effet qui agit de façon très rapide et qui s'élimine aussi de façon assez rapide. Effectivement, il y a ce mécanisme qui s'est mis en place où on dit genre, ah, il faut prendre du G toutes les heures. Et j'ai même déjà vu des mecs qui se mettent des alarmes sur le téléphone, ils ont pris le G, et puis, ah, tic, 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 c'est l'heure du G. Et là, c'est sois plutôt à l'écoute de tes effets, et si tu veux, là, tu vois bien que tu es encore complètement défoncé. Si tu reprends, tu vas faire un géol. Je dis, mais non, 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 t'inquiète, il a pris. Et il a fait un géol. Donc effectivement, la durée d'une heure, bah, il y en a, voilà, ça dépend des métabolismes. Il y en a, et voilà, c'est comme la dose, hein, tu vois, c'est selon le poids, l'âge, la santé physique, est-ce qu'on a mangé, est-ce qu'on n'a pas mangé, et aussi le fait est-ce qu'on a l'habitude d'en prendre ou pas. Il y en a, tu leur files 1,5 millilitres, ça va strictement rien leur faire, et il y en a d'autres, ils vont faire un géol. Sur la durée d'action du G, ben, c'est à peu près pareil. Surtout que le G, il a quand même un petit effet. C'est pour ça que je parlais de la durée d'élimination qui est certes rapide, mais qui est quand même beaucoup plus longue que la durée des effets. Parce que par exemple, il y a un, un truc qui est tout bête, mais c'est l'effet de deuxième passage. Par exemple, je prends du G, ça me fait de l'effet youhou. Et là, je bois de l'eau. Et l'eau va me filer une. Parce qu'en fait, souvent, quand on prend du G, les réflexes gastro-œsophagiens ne sont pas forcément toujours au rendez-vous, hein. Et donc, du coup, je vais avoir un petit. Alors, soit vomir ou alors une remontée gastro-œsophagique. Et bien, en fait, il va avoir un effet de deuxième passage dans Désolé. Un effet de deuxième passage qui va faire qu'en fait, la même dose de G, bah, donc, du coup, va
passer dans le truc et va repasser dans le foie. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. Moi, je suis d'accord pour dire qu'il faut peut-être mettre plus toutes les 2 heures que toutes les heures, si on veut bien faire de la réduction des risques. Merci Romain. On a 3 minutes encore. J'ai une dernière question de Greg du Carut de Loupa Saint-Jean qui dit, il n'y a pas de dépendance à la ritaline physiologique, mais une dépendance psychologique du moment où ils ne savent plus avoir un rapport sexuel normal, entre guillemets, sans produit. Donc dépendance quand même. J'ai l'impression que ça rejoint ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, pas de dépendance, mais des conduites addictives. Alors, c'est ça. C'est parce qu'en fait, donc, quand on parle de dépendance, c'est quand. Alors là encore une fois, c'est tout à fait discutable. Hein. C'est pas ce que je dis, c'est pas du tout une évangile, hein, mais c'est vrai, c'est plus de la, voilà, dans la pratique clinique habituelle. On parle de dépendance quand il y a un syndrome de sevrage. Par exemple, je suis alcoolodépendant. Si j'arrête l'alcool d'un coup, je vais avoir des syndromes de sevrage, donc tremblement, délirium tremens. Le tabac, par exemple, la nicotine, si j'arrête brutalement la cigarette, je vais avoir un syndrome de sevrage, nervosité, transpiration. Voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle une dépendance. Une addiction, c'est plus lié au comportement. Il y a les fameux 5 C de l'addiction, c'est-à-dire c'est plus lié au comportement et à l'incapacité de pouvoir gérer l'envie, donc le craving, l'envie incontrôlable, l'absence de contrôle, la compulsivité. Je ne vais pas vous faire tous les 5, mais effectivement, et la ritaline, mais en fait, comme toutes les substances qui activent le circuit dopaminergique, ben, en fait, c'est ce qui va se passer, hein, clairement. Il va y avoir voilà, c'est pour ça qu'on va parler d'addiction, de conduite addictive et de dépendance quand il n'y a plus le produit, il y a un syndrome de sevrage. Eh ben, il est 13h59, on est pile poil. Merci beaucoup, Romain. Peut-être Merci pour à toutes et à clôturer, tous. enfin, je me dis, vu tout le travail là que tu as fourni, que tu as présenté, merci encore. Qu'est-ce que tu aimerais, en fait, là, vraiment que les gens retiennent surtout de tout le travail? Qu'est-ce que toi, tu en retires un petit peu de tout ça? Ce que j'en retire et ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse faire bien davantage faire exister la question du mésusage et du détournement des médicaments en consultation. Quand je dis consultation, tout de suite, ça fait appel aux médecins, mais il n'y a pas que les médecins, il y a aussi les travailleurs sociaux, il y a les infirmières, les infirmiers, il y a les psychologues, il y a aussi toutes les personnes qui travaillent en CARUD. Voilà, en fait, faire exister le sujet des médicaments. Moi, en 5 ans, de, 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 où je travaillais au bus 31-32, souvent quand on parle de mésusage ou détournement des médicaments, en fait, c'est souvent un peu toujours les mêmes. Alors, on parle beaucoup du Lyrica, particulièrement à Marseille, où il y a beaucoup de gens qui sont concernés par ça, ou aussi tous les médicaments opioïdes, opiacés, tramadol, fentanyl et tutti quanti. Mais en fait, dans le chemsex, il y a une véritable spécificité au niveau du mésusage et du détournement. Et ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est parlez-en. N'hésitez pas à faire rentrer ça dans la conversation quand vous accompagnez une personne, parce que vous n'êtes pas à l'abri que la personne vous réponde. Romain, merci beaucoup. On a eu Merci à quelques toutes et à remerciements tous. aussi en commentaire du Cégide de Aix aussi qui a dû partir aussi. On a Amandine qui te dit merci pour cette belle présentation. Comment obtenir le PDF de ce webinaire? On peut vous l'envoyer par mail. On va aussi diffuser sur le site du CORES du coup le replay. Et on a plein, on a plein de merci encore. Un grand merci pour ce webinaire très intéressant. Voilà, et d'avoir le slide. Ok, ben on va vous envoyer tout ça par mail et puis ce sera en replay aussi sur le site. Romain, merci beaucoup pour cette super présentation et ce travail. Bravo. Et Merci à toi, Stéphane. honoré que tu aies pu nous le présenter en avant-première avant Oui, du coup la soutenance officielle. Et puis on donne à tout le monde, à ceux et celles qui ont pu s'inscrire, rendez-vous du coup au colloque, aux journées Chemsex du coup du 10 octobre. Et puis à bientôt, normalement au mois prochain pour un prochain webinaire. À bientôt. au revoir tout le monde. Merci beaucoup. Merci.